effectivement ces relais locaux. Ces relais locaux qui permettront voilà, d'avoir une organisation projet qui tienne la route. Le deuxième point va être effectivement de définir ce qu'on appelle un corps modèle. Donc, ça va être un socle commun de paramétrage qui permettront quand même d'avoir une certaine homogénéité sur des éléments assez structurants. Et puis, sur les autres aspects de paramétrage, pouvoir justement identifier et savoir où mettre le curseur pour déterminer si ça se situe au niveau global et on reste homogène, ou par exemple plus au niveau local. Typiquement, on peut penser au prêt, à certaines règles qui dépendent du local et qui sont très spécifiques au local. Le troisième point, ça va être récolter quelque part toutes les exigences un petit peu locales qui sont très très souvent liées à la législation et qui permettront d'être couvrants aussi bien sur les aspects globaux que sur on va dire, les prérequis locaux. Donc, quelque part, ça va être ces étapes assez évidentes quand on va démarrer un projet à l'international par lesquelles une entreprise va passer. On verra, on va le voir avec Ronan par la suite, c'est un petit peu plus complexe que ça et il va y avoir énormément de paramètres à prendre en considération pour justement avoir un succès au niveau du projet dans le cadre du déploiement à l'international. Donc, je vais laisser la main à Ronan qui va vous donner ses précisions. Merci Catherine, effectivement, bonne introduction. Effectivement, tu as parlé de définition d'un corps modèle groupe avec définition de la localisation globale par rapport au local. Tu as parlé des exigences locales, notamment sur la TVA. Alors, c'est vrai, effectivement, la TVA, c'est un sujet très important à prendre en compte, mais il y a d'autres sujets aussi importants. On va essayer d'y répondre en trois parties. La première, c'est les règles légales ou fiscales. Donc, on l'a dit, comme la gestion de la TVA, mais il va y avoir également les remboursements aux indemnités spécifiques, comme les indemnités kilométriques, indemnités de déplacement ou d'hébergement. On va même aller jusqu'à la dématérialisation des justificatifs de frais. En deuxième partie, il y a effectivement les dépenses ou les fonctionnalités qui sont propres à chacun des pays. L'outil, en plus du légal, il doit permettre la mise en place de règles propres à chacun des pays. Dans certains pays, par exemple, il y a les frais médicaux qui peuvent être remboursables, ce qui n'est pas le cas dans d'autres. On va le voir aussi, les moyens de paiement peuvent être aussi différents, donc on doit être capable de gérer ces différents moyens de paiement facilement. Et en troisième partie, c'est la partie différences culturelles, gestion de projet, c'est potentiellement la plus importante. Tu vas en parler tout à l'heure sur la méthode idéale pour se lancer dans un projet Expense à l'international. Mais une fois qu'on y est, il y a quand même quelques notions qu'il ne faut pas oublier pour que le projet soit. On va essayer d'y répondre effectivement en trois parties. Donc, sur la partie, effectivement, règles de TVA sur l'ensemble des pays concernés, donc, la gestion de la TVA, elle est plus ou moins complexe d'une région du monde à une autre. Si on restons un peu chauvin, on commence par la France ou en Europe, par exemple, la gestion de la TVA, elle est plutôt complexe. Il y a différents taux selon la catégorie de dépenses. Il peut y avoir du multitaux de TVA. Et en plus, les taux peuvent changer à différents moments de l'année pour différentes raisons. Donc, il faut pouvoir les suivre. L'entreprise doit pouvoir les suivre. On l'a vu pendant la pandémie. Alors, si on va un petit peu chez nos voisins allemands, par exemple, pendant la pandémie, l'Allemagne a modifié son taux de TVA, a baissé son taux de TVA pour aider les entreprises dans cette période. Si on s'éloigne un petit peu, on va à Oman ou au Qatar. Là, c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règle de TVA. Pas de TVA, donc pas de règle à paramétrer, donc hyper simple pour l'entreprise. Si on se déplace encore un petit peu dans le monde, au Canada, par exemple, il y a 3 types de taxes. Donc, ce n'est pas la TVA, c'est la taxe de vente. Il y a la TVP, la TPS et la TVH qui sont basées sur la province. Donc, en plus d'imaginer différents taux, il faut aussi imaginer que la localisation de la dépense va aussi engendrer et déclencher un taux spécifique. Et donc, en plus de tous ces calculs de TVA qui peuvent être complexes d'une région à une autre, il y a toute la problématique de récupération du montant de TVA. Donc, on voit que c'est un sujet qui est complexe et qui est quand même majoritaire pour les entreprises. En deuxième partie, en plus de la TVA, il y a toutes les règles de gestion à chacun des pays. Pour commencer, le plus célèbre, si je puis dire, c'est ce qu'on appelle le per diem, qu'on appelle également l'indemnité de déplacement. Donc, concrètement, en fait, pour définir un peu le per diem, c'est une indemnité journalière. C'est un paiement qui est versé à un employé par son entreprise
pour couvrir les dépenses engagées lors d'un voyage d'affaires. Donc, les dépenses les plus courantes, concrètement, c'est l'hébergement, les repas, les frais accessoires, donc les petits frais engagés pendant le voyage, en plus des repas et de l'hébergement. Dans certains pays, les entreprises ont la responsabilité légale de fournir ce type d'indemnité lorsque l'employé est absent de son domicile ou de son lieu de travail. Donc, le montant et le calcul varieront d'un pays à un autre. Et la taxation de ces dépenses est également très différente. En Allemagne, par exemple, si on revient sur nos amis allemands, ou en Pologne, c'est une obligation légale qui est très forte. Et il faut prendre l'heure de départ du collaborateur, le nombre de jours en déplacement, les étapes dans le voyage. Enfin, c'est très, très compliqué à mettre en place et surtout à suivre pour les entreprises. En France, il y a un per diem, il existe, il n'est pas beaucoup utilisé dans le monde privé, si je puis dire, et un petit peu dans le secteur public. Dans d'autres pays, si on reste sur ce per diem, il y a d'autres directives qui existent, hein, bien sûr, mais les entreprises sont plus ou moins libres de l'appliquer et de rembourser. Potentiellement, elles peuvent passer sur un remboursement de dépenses réelles, donc qui peut être aussi un petit peu plus simple à gérer. Donc effectivement, concrètement, c'est compliqué à gérer pour les entreprises qui veulent déployer un outil global, de s'assurer que l'outil puisse répondre à toutes ces obligations qui peuvent être Une autre règle propre à chacun des pays, c'est les ICA, les fameuses indemnités kilométriques. Donc en France, on en parle beaucoup. Pour redéfinir une indemnité kilométrique, c'est une dépense calculée à l'aide d'une règle d'allocation kilométrique. Donc le principe, c'est hyper simple, c'est de rembourser un salarié sur la base d'un barème, donc barème kilométrique, des kilomètres qu'il va réaliser avec son véhicule personnel. En France, il y a le barème de l'URSSAF, qui est publié tous les années dans la première partie de l'année, généralement au mois d'avril. Et selon les pays, encore une fois, les règles sont plus ou moins simples. Donc, il va exister des paliers pour le remboursement. Et dans certains pays, les indemnités kilométriques s'appliquent aussi sur les deux roues, donc sur les motos et sur les vélos. Et d'ailleurs, sur les vélos, c'est un sujet qui est de plus en plus présent. Et avec la pandémie également, on a vu que cette tendance s'est beaucoup développée en entreprise, chez nos clients, chez nos futurs clients. Donc voilà pour ces indemnités kilométriques. Et sur la troisième partie, effectivement, sur la dématérialisation des justificatifs à valeur probante, concrètement, quand une entreprise en fait souhaite aller vers une politique zéro papier, ce qui est de plus en plus le cas sur les notes de frais, au niveau global, elle doit s'assurer que l'outil va pouvoir remplir les règles légales. Donc, comme pour exemple de la TVA, la France, on est particulièrement exigeant sur ces règles de dématérialisation à valeur probante. Mais les conditions, au moins, ont le mérite d'être claires et connues depuis maintenant quelques années par beaucoup d'entreprises. Donc, pour les rappeler rapidement, pour archiver le justificatif de dépense doit être horodaté par un organisme certifié, donc tiers de confiance de l'État. Et après, il doit être archivé pendant 10 ans, selon une norme également, MF particulière. Il y a des pays où c'est beaucoup plus facile. Le Luxembourg, par exemple, un pays voisin également, il s'agit uniquement de stocker les justifs au format dématérialisé sur un serveur qui est au Luxembourg, dans le pays. Donc, c'est beaucoup plus simple pour les entreprises luxembourgeoises. Et il y a des pays où la période est encore plus longue. Nous, on a 10 ans en France. En Croatie, par exemple, on est sur 12 ans. On rajoute une année complémentaire. Aux États-Unis, si on va encore un peu plus loin, les règles sont plus souples. Et en Asie, comme au Japon aussi, c'est l'outil qui doit être certifié. Donc, voilà, les règles peuvent être complètement différentes d'une région à une autre, d'un pays à un autre, d'une entreprise à une autre, bien évidemment. Et la complexité aussi pour l'outil de pouvoir s'adapter vraiment à tous ces spécifiques. Exactement. Donc concrètement, les conseils qu'on pourrait donner, c'est s'assurer que l'éditeur est capable de mettre en place toutes ces règles, est capable d'accompagner le client dans la mise en place de toutes ces règles. Donc, est-ce qu'il a les compétences pour déployer la solution internationale? Et se fait-il aider? On le voit de plus en plus dans les RFP aujourd'hui, c'est dans les appels d'offres, c'est la question, est-ce que dans les déploiements internationaux, est-ce que vous êtes aidé, est-ce que l'éditeur est aidé à s'assurer de la veille légale, fiscale des règles liées aux notes de frais à l'international? Donc, il y a des grands cabinets, je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais qui sont là pour accompagner en mode service les éditeurs, comme Traveloo, pour garantir que la veille est réalisée et que le paramétrage légal et fiscal des notes de frais est bien réalisé. Ça mobiliserait potentiellement beaucoup trop de ressources, ça évolue trop. Bien sûr, parce que concrètement, toutes ces règles, la TVA, les indemnités kilométriques, les per diem, les déplacements, vont évoluer tout le temps. Ça évolue beaucoup en France, ça évolue partout. Donc effectivement, il va falloir les suivre et après les mettre en place. Très bien.
La deuxième partie, c'est effectivement toutes les dépenses ou les fonctionnalités qui sont propres à chacun des pays. Donc, avant de parler de dépenses remboursables, c'est aussi important de s'assurer que la solution, elle est adaptée à l'international et à l'ensemble des utilisateurs, donc de nos utilisateurs, utilisateurs de l'entreprise. On parle beaucoup sur le marché d'ergonomie, user experience. Mais tout d'abord, est-ce que la solution, elle est compatible pour le pays en question? Sur la langue, par exemple, sur la gestion de la devise, sur la gestion des caractères spéciaux. En Asie, par exemple, les besoins sont complètement différents qu'en Europe occidentale. Il y a aussi les aspects comptables qu'il ne faut pas oublier, parce que n'oublions pas que la fonction première d'une solution, une des fonctions premières d'une solution automatisée de remboursement de notes de frais, c'est permettre la comptabilisation des opérations diverses de notes de frais. Donc, est-ce que cette solution est capable de gérer un plan comptable chinois ou russe, par exemple, dans la solution? En complément, on va avoir aussi la capacité à gérer des frais et des types de dépenses qui sont propres à chacun des pays. C'est surtout la capacité de gérer en fait des catégories d'utilisateurs différentes, concrètement, ou des types de notes de frais qui vont être différentes d'un pays à un autre. Une autre fonctionnalité nécessaire aux pays concernés par le projet, c'est les certifications demandées à l'outil. En Europe, on a beaucoup parlé de la RGPD, donc la GDPR ou la RGPD, la réglementation générale sur la protection des données personnelles, mais il y a une règle très importante qui est également sur la localisation des données. En France, si on revient un petit peu en France, certaines entreprises publiques ou privées exigent que les données soient hébergées dans le pays. C'est la même chose à l'international. En Chine, par exemple, les serveurs de la solution de frais doivent être localisés dans le pays. Sur le même principe, et c'est une certification qui est très importante dans la gestion des notes de frais, c'est la fameuse certification PCI DSS. Qui est en activité depuis quelques années déjà. Ouais, depuis quelques années, c'est vraiment une norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement, notamment sur le cryptage des données de cartes bancaires. Aujourd'hui, 100% des entreprises au niveau global exigent cette certification dans leur RFP Express. Une autre certification qu'on voit de plus en plus, si on reste sur ce sujet, c'est l'attestation ISAE 3402. Désolé pour ce terme un peu technique. C'est l'équivalent de l'attestation SOX aux US et SSAE SOC. Vraiment, c'est une attestation qui permet aux utilisateurs d'une prestation externalisée, donc l'utilisateur d'une solution SaaS, concrètement, d'obtenir l'assurance sur la fiabilité du dispositif de contrôle interne de la prestation de service. Donc, l'entreprise est auditée pendant toute l'année sur tous ses process pour garantir effectivement que sa prestation est sécurisée et bien réalisée. On le voit de plus en plus effectivement dans les Un dernier sujet important, c'est les moyens de paiement. Parce qu'effectivement, les moyens de paiement, si on revient sur la France, il y a une grande partie des entreprises qui ont mis en place des cartes affaires, des cartes corporate, à débit société ou à débit collaborateur, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et le but, c'est effectivement de récupérer ces données automatiquement dans la solution de frais. Ce qui va faciliter quelque part après la saisie, la soumission, etc. Exactement. C'est exactement ça. On reste dans la user experience. Le but, c'est de récupérer, mettre en place une interface automatique des données, les récupérer dans la solution et permettre aux collaborateurs de saisir simplement. En Europe, c'est aussi le cas. On le voit dans les pays voisins. Je reviens sur l'Allemagne. Par exemple, les flux sont sensiblement les mêmes. Les fournisseurs de cartes sont les mêmes. On connaît Amex, Visa, Mastercard. On reste dans des choses que l'on connaît. Donc cette interface, c'est un vrai confort en fait pour l'entreprise, notamment dans le rythme de validation de remboursement des notes de frais. Aux US, c'est complètement différent. Le principe de la carte corpo n'existe pas, ou trop. La majorité des salariés dépensent avec leur carte perso. En fait, s'attendre que soit que la solution récupère les opérations de leur carte perso, soit effectivement que l'approbation au remboursement soit beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Concrètement, c'est très compliqué d'aller se connecter à chacun des comptes du salarié de l'entreprise, donc on va bien sûr pouvoir jouer sur la deuxième solution. Enfin, troisième partie, c'est sur la partie différences culturelles et gestion de projet. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est potentiellement la partie qui est la plus importante, car même si on peut imaginer en fait que dans un monde idéal, si le process de l'entreprise est de passer par un outil unique groupe pour se rembourser ses notes de frais, on pourrait imaginer que 100% des salariés rentrent dans le process.
et utilisent l'outil. Mais malheureusement, je pense que tu pourras nous en parler également, c'est pas le cas dans la vraie vie, malheureusement. Même si les règles fiscales sont bien paramétrées, si l'outil est accessible dans la langue de l'utilisateur, si l'utilisateur peut faire concrètement ses notes de frais ou se faire rembourser, ben, il y a quand même finalement peu de chance que tous les salariés d'entreprise, y compris, soient au courant qu'il faille utiliser cette solution. Donc effectivement, s'il n'y a pas une bonne gestion de projet, et surtout s'il n'y a pas de change management, les gens, malheureusement, n'utiliseront pas forcément l'outil. Donc c'est très important, effectivement, de disposer d'une équipe centrale et de faire participer les équipes locales dès le début du projet pour bien définir les règles et prendre en compte les différences culturelles. Le tableau être accompagné par un cabinet qui va te communiquer les règles de TVA en Asie ou les règles d'indice kilométrique en Hongrie, bien évidemment, potentiellement, la culture du pays ou la façon de faire ses notes de frais va être totalement différente. Et est-ce que c'est important d'aller paramétrer si j'ai 3 notes de frais en Hongrie, la règle de TVA et de passer du temps là-dessus? Oui, la notion de volume, elle est très importante aussi. Est-ce que ça a un intérêt de faire quelque chose de complexe et de spécifique si, quelque part, il y a de rares cas, en fait? Oui, tout à fait. Et exactement. Donc, effectivement, c'est très important effectivement, de disposer de cette équipe locale qui va pouvoir communiquer aux équipes centrales les règles, les bonnes pratiques, les best practices à mettre en place. Et effectivement, d'avoir un super local, c'est la réussite du projet, c'est d'avoir aussi des sponsors, c'est d'avoir un relais opérationnel, un sponsor opérationnel. Et eux, pour les trouver aussi, ils doivent trouver leur intérêt, quoi. Donc, grâce à eux, on va identifier les bonnes pratiques dans les filiales, on va valider avec eux ce qu'on a défini auparavant sur les attentes correspondent aux règles du pays et aux règles de culture, si je puis dire. Et on va aussi valider que le rythme de déploiement correspond à leurs attentes. Parce qu'effectivement, notamment dans les notes de frais, les responsables comptables des filiales vont avoir des obligations fiscales autres que potentiellement en France vont être disponibles selon différentes périodes de l'année, plus ou moins, pour l'équipe. Le timing est effectivement clair. Essayer de ne pas le faire pendant les périodes de clôture comptable, par exemple. Exactement. Bon exemple. Donc, effectivement, le but, c'est effectivement de trouver ces sponsors, potentiellement mettre en place un pilote de déploiement avec ces pays. Et c'est surtout, le dernier point, c'est la documentation, de mettre en place une bonne documentation dans la langue de l'utilisateur avec les spécifications, mettre des kits de formation simples pour effectivement encourager et optimiser nos chances de déploiement de cette solution. Et il faut que ce soit accessible aussi pour que justement un collaborateur n'ait pas à aller chercher, que la tâche ne soit pas trop compliquée et qui, quelque part, viendrait un petit peu parasiter toute cette stratégie de change qui a été mise en place. Simplicité, mais il faut que ce soit complet pour que justement il ne se retrouve pas à devoir chercher à gauche, à droite ces informations et que ce soit simple pour lui. Super intéressant, merci vraiment. Alors justement, voilà, là on a vu à quel point ça pouvait être complexe, qu'il y a justement plein de petites choses à prendre en compte pour que le projet soit une réussite, qu'on puisse embarquer tout le monde, qu'on ait l'adhésion aussi bien des relais locaux que des utilisateurs qui, quelque part, c'est notre cible principale, donc il faut qu'on puisse les rallier à notre cause. Voilà, on a discuté de tout ça. Maintenant, on se lance sur un projet de déploiement d'un outil de note de frais international. Quelle est la méthodologie idéale? Par quoi on commence? Comment on s'y prend? Il y a 2 objectifs clés qui sont très, très importants quand on va démarrer ce genre de projet. Il faut identifier les marchés éligibles. Quels sont les marchés qui sont dans mon périmètre et ont-ils un intérêt à justement être déployés? Et puis, il va y avoir une question aussi de priorisation. On va être sur des vagues de déploiement qui vont être différentes. Potentiellement, il va y avoir un petit peu plus de complexité à récolter le besoin pour certains. Donc, il va falloir un petit peu avoir une sorte de plan de déploiement qui permettra de les prioriser. Et ça, il va falloir aller chercher de l'information. Cette information, on va pouvoir la trouver à différents niveaux. Le premier, qui est souvent assez simple, ça va être de demander à ses collègues en local justement quelle est la complexité, avoir un petit peu plus de visibilité sur ce qui se passe en local pour justement de récolter ces informations, récolter le besoin, avoir leurs sentiments. Parce que est-ce qu'il n'y a pas en ce moment un projet en cours qui potentiellement viendrait parasiter celui qu'on essaye de lancer? Voilà. Et puis quelque part, ça permet de les embarquer assez rapidement, qu'ils soient motivés et qu'ils puissent aussi être les relais des fameux sponsors dont on a parlé. Donc ça, on va dire, ça va être un premier point d'entrée qui est intéressant, qui est simple.
quelque part, et qui va déjà permettre de récolter un certain nombre d'informations. Le deuxième, on peut aussi s'appuyer sur, on va dire, des réseaux externes qui va être nos fameux partenaires éditeurs. On va mettre en place notre solution, hop, on met en place Traveloo. C'est intéressant aussi d'avoir votre point de vue pour justement comprendre la complexité et savoir dans quel cadre un marché serait prioritaire par rapport à l'autre du fait de ces fameuses complexités dont on a parlé. Ce sont des experts, forcément, donc ils connaissent leur métier et ça permet aussi d'avoir des éléments un petit peu plus tangibles que ceux qu'on aurait potentiellement pu récupérer par nos locaux. Un troisième point qui est aussi important, c'est l'aspect financier. C'est que quelque part, vouloir forcer le déploiement d'un outil, si en local, ils n'ont pas l'habitude de le faire, si même au point de vue de la main-d'œuvre, on ne s'y retrouve pas sur l'aspect financier, quelque part, ça va être aussi difficile à vendre à nos fameux sponsors du projet. Donc là, il va y avoir des calculs à faire qui sont plus ou moins avancés, mais on va dire le plus simple, c'est souvent comparer ce que nous coûtera l'outil en termes de frais, à la note de frais par rapport au coût de traitement d'une note de frais manuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi et qui permettra potentiellement de vendre le projet si on se retrouve avec de très belles économies à la clé. Un quatrième point, ça va être aussi de prendre en compte la complexité de la gestion de projet. Si pour faire travailler des Européens, des Asiatiques, des Américains ensemble, quelque part, ça va demander beaucoup de quelque part un peu de subtilité. Et puis surtout, c'est intéressant de pouvoir rassembler des marchés qui ont des valeurs communes, en tout cas une organisation sur la gestion de projet qui est assez commune. Idéalement, si on peut avoir la même langue, ça permet de leur faciliter la tâche aussi, que ce soit beaucoup plus fluide. Et puis, que justement, il y ait beaucoup moins d'intermédiaires et que ce soit moins complexe. Quelque chose à prendre en compte aussi, ça va être le décalage horaire. C'est-à-dire que si on veut faire travailler des Américains et des Australiens, quelque part, ça va être très compliqué. Et si on a des horaires nocturnes qui ne sont pas forcément adaptés aux horaires de travail, encore une fois, compliqué d'embarquer les gens, qui soient motivés, qui puissent aussi suivre leurs actions, tout simplement. Donc voilà, ça, des éléments un petit peu structurels, conjoncturels, linguistiques, etc. à prendre en compte pour justement que ça avance dans le bon sens et que ce soit efficace. Un autre aspect aussi qui est peut-être un petit peu moins factuel, mais qui est tout aussi intéressant et qu'il faut vraiment prendre en compte, ça va être les aspects un petit peu politiques et l'image qu'on veut donner au projet. Si par exemple, on intègre assez directement des marchés clés, des pays qui pourront être notre vitrine, quelque part parce qu'ils ont du poids, parce qu'ils sont écoutés, ça permettra derrière sur les suivants d'être rassurés, ça c'est la première des choses, et puis d'être embarqués rapidement, eux pourront collecter une sorte de retour d'expérience et ça va les rassurer sur la suite. Ce côté image est très important aussi parce qu'on peut être sur des projets où l'entreprise, c'est peut-être la première fois qu'elle déploie un outil international. On commence souvent sur des projets comme ça avant d'aller sur des projets beaucoup plus importants, type mise en place d'un ERP. Donc, ça permet aussi de justement créer cette vitrine qui permettra derrière d'implémenter beaucoup plus facilement potentiellement les marchés qui suivront. Et puis, donner aussi une image positive par rapport au projet et quelque part un meilleur appui de la part des sponsors qui apposeront un tampon beaucoup plus facilement et qui pourront justement être de véritables appuis pour la suite parce que foncièrement, sur des projets qui peuvent être comme ça assez longs, les personnes peuvent s'essouffler foncièrement et ça permet de remettre un petit coup d'accélérateur pour justement aussi avoir un tempo qui soit le plus juste possible et qui permette de ne pas avoir des coups d'arrêt. Donc, voilà, on va dire que ça va être un peu les principaux leviers qu'on va pouvoir activer qui vont permettre justement d'identifier ces fameux marchés, de les prioriser et ensuite de mettre en place un planning, une orga, quelque chose qui puisse tenir la route.
Voilà. Nous allons passer aux questions-réponses. Alors, ça me permet de regarder des éventuelles questions. Il y a un point tout à l'heure que tu as abordé que je trouve intéressant à développer, c'est justement sur la dématérialisation. Oui. 100% des justificatifs et des notes de frais, c'est un sujet très très tendance. Depuis 2019, effectivement, et quelque chose d'omniprésent dans les RFP aujourd'hui. On va dire qu'il y a
Le document doit être stocké pendant 10 ans selon une norme spécifique chez un tiers de confiance de l'État également. Donc, on a parlé de la CDC Arquinio, qui est quand même un des leaders français de cette discipline, si je puis dire. Très bien, merci beaucoup Ronan pour toutes ces explications. J'étais ravi, merci Catherine pour ton invitation. Donc vous retrouverez le replay après la session qui vous sera envoyé directement par email. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci toi aussi. À très bientôt. Au revoir.